Bonjour, monsieur Youssef Chouki Acher, bonjour. Bonjour. Alors, des facilitations ont été accordées aux employeurs pour s'acquitter de leurs cotisations et épurer leur reliquat vis-à-vis de la sécurité sociale, avec à la clé une réduction des pénalités allant jusqu'à 50%. C'était contenu dans la loi de finances 2016 qui est arrivée à terme le 31 décembre dernier. Toutefois, des mesures et autres incitatives sont mises en œuvre. Elles sont contenues dans le Code des impôts. Comment cela ? Monsieur Oui, alors merci. Alors déjà, je rappelle qu'en fait, la loi de finances complémentaire de 2015 avait prévu à ce qu'elle soit donc effective. Ensuite, il y a eu une prorogation parce qu'on a vu qu'il y avait quand même un engouement. Et puis à la suite de ça, donc les gens qui venaient, qui payaient leurs cotisations, avaient des facilités, un échéancier en toute facilité. Puis ensuite, ils avaient un dégrèvement total, donc une suppression de leur pénalité de retard. Après cela, il est évident qu'il ne pouvait pas y avoir cette facilité-là. Mais il y a toujours des possibilités, il y a toujours des facilités, parce que notre but, en fait, c'est d'arriver à ce que tout le monde soit assuré social, qu'il ait donc accès aux soins, que les ayants droit aient accès aux soins, qu'ils aient aussi donc accès à la retraite, et c'est déterminant, surtout maintenant. Et donc, en fait, c'est cette démarche qui a fait que nous avons mis d'autres facilités. Alors, parmi ces facilités actuellement, et qui sont prévues dans la réglementation, mais en fait, on les a un peu plus huilées, et plus facilitées, et plus expliquées surtout. Alors, en fait, maintenant, la personne qui n'a pas encore déclaré les années précédentes, qui n'a pas cotisé pour les années précédentes, peut toujours le faire, parce que je rappelle que ça rentrera dans le calcul de la retraite. Et donc, à ce titre, elle peut payer déjà l'année en cours. Elle aura une ouverture de droit immédiate, donc elle peut se soigner immédiatement, avoir sa carte Chifa, avoir donc toute la couverture nécessaire. Et puis pour les années précédentes, qui pour elle sont des années perdues, ne le seront pas, dans la mesure où elle peut cotiser pour les années en ayant un calendrier et en faisant un recours, puisque le fait de payer en retard, ça va générer des pénalités de retard. Donc elle fait un recours et à ce titre, elle aura les 50% automatiquement, donc de dégrèvement. Et dans les cas de force majeure, elle peut aller jusqu'à 100%. Mais justement, ces dispositions existent et elles sont contenues dans le Code des impôts, c'est l'article 94. Elles existent et elles existent depuis longtemps. Pourquoi elles n'ont pas été appliquées plus tôt, alors, monsieur? En fait, ce qui existe monsieur dans le code... Youssef Chouki, voilà. Voilà, c'est bien de corriger. Alors, ce qui existe dans le Code des impôts, en fait, c'est une autre approche. C'est celle qui consiste à ce que toutes les cotisations qui soient payées rentrent dans le cadre des charges déductibles des impôts. Alors, pour cela, effectivement, donc c'est prévu, c'est l'article 84 du Code des impôts qui prévoit donc que ça rentre dans les charges et que donc elles sont déductibles de l'assiette imposable, donc de l'assiette imposable. Et à ce titre, donc, en fait, ce qu'on peut donner d'une main, on peut le récupérer d'une autre. C'est pour ça que, en fait, je demande toujours à ce que nos cotisants cotisent au mieux, au maximum, pourquoi pas, de manière non seulement à intégrer ce qu'ils vont cotiser dans les charges, donc ce qu'ils vont gagner, mais aussi à avoir à terme une meilleure retraite et partir à une retraite quand même conséquente. Mais quand on parle de cet article 84 contenu dans le Code des impôts, pourquoi il n'a pas été appliqué plus tôt, monsieur Acher? Alors moi aussi, pourquoi je m'interroge. envisager tout le temps des dispositions alors qu'elles existent? Alors je m'interroge. On a toujours dit qu'on a les meilleures lois, mais on les applique pas. Oui, tout à fait, je m'interroge parce qu'en fait, les assujettis donc qui se doivent de payer donc des impôts ne le savaient pas. Très souvent, j'ai eu à discuter avec beaucoup d'amis, de confrères et autres, qui ne savaient pas qu'elles étaient déductibles, que c'était des charges déductibles des impôts. D'ailleurs, leur réaction était immédiate, c'était de me dire, alors je vais payer plus, comme ça me permettra non seulement de récupérer, d'avoir une meilleure retraite, mais aussi de récupérer cela dans les charges. Vous avez mis en œuvre cette disposition? Donc, on l'a mise en œuvre. Deuxième aspect, beaucoup de comptables ne le faisaient pas. Alors, les comptables, très souvent, je ne sais d'ailleurs pour quelle raison, peut-être pour être bien avec leurs clients, faisaient en sorte de minimiser donc les cotisations, alors qu'en fait, ils pouvaient les maximiser et ensuite les intégrer dans les charges. Et à ce moment-là, donc, le citoyen était gagnant. L'autre aspect, c'est que parfois, au niveau des recettes des impôts, on ne les acceptait pas. Est-ce que c'est par méconnaissance? Est-ce que je ne sais pas? Toujours est-il, et là je tiens sincèrement à remercier monsieur le directeur général des impôts, et nous avons fait un communiqué commun qui a été diffusé partout, au niveau de toutes les directions des impôts, au niveau des adhérents de la CASNOS. On leur a expliqué. Et qu'est-ce qui est contenu en fait dans ce communiqué? C'est que non seulement c'est intégré dans les charges, ce qui est extrêmement intéressant, et donc c'est une manière de récupérer en fait ce qui a été payé. Deuxième aspect, c'est que c'est le volet le plus intéressant, c'est que si quelqu'un, par exemple, est au forfait, donc il cotise moins, je dirais, pour les impôts.
Comme c'est un système déclaratif et c'est un système qui leur permet d'avoir une meilleure retraite, ils peuvent cotiser plus. L'assiette de cotisation de la sécurité sociale est désindexée de l'assiette de cotisation fiscale. Et à ce titre, ils pourront avoir une meilleure retraite et il n'y aura pas de redressement. C'est extrêmement important, ça a été bien souligné dans le communiqué par les deux parties, il n'y aura pas de redressement. Donc les gens qui veulent cotiser plus à la sécurité sociale, nonobstant le fait qu'ils soient, par exemple, au forfait, donc ils cotisent moins, ils peuvent cotiser plus sans qu'il y ait de redressement des impôts. Cotiser plus, à quelle hauteur? Jusqu'à quelle hauteur? Alors financièrement jusqu'à 64 millions de centimes l'année, ce qui est en fait très peu. Et en plus, qui rentre dans les charges déductibles des impôts. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'avec, bien sûr, cet article 84 qui n'a jamais été appliqué, est-ce qu'on est dans une logique de méconnaissance et d'ignorance des lois par tous? Vous parlez des comptables, vous parlez aussi de certaines agences fiscales. Sincèrement, je ne peux pas être objecteur de conscience, mais néanmoins, il est évident que les gens devraient s'appliquer un peu plus à la lecture des textes réglementaires et des textes législatifs. Et vous savez, la réglementation et la législation algérienne, effectivement, est très riche, mais très souvent on la méconnaît. Ou alors on ne l'applique pas, peut-être par fainéantise, mais il serait intéressant quand même de voir les différents articles, et je crois que c'est le rôle justement des professionnels. Alors, Monsieur Achar Youssef Chouari, avec toutes ces dispositions, l'adhésion des cotisants à la CASNOS reste relativement très timide par rapport aux objectifs, un peu plus de 1 million qui sont aujourd'hui affiliés à la CASNOS sur une assiette qui est à peu près évaluée à plus de 3 millions. Que se passe-t-il? Certains sont encore frileux, puisqu'on parle aussi du secteur de l'agriculture qui pourrait être concerné. Alors, il ne l'est pas encore aujourd'hui. Alors là, c'est l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Donc moi, je le vois plutôt à moitié plein, dans la mesure où, par le passé, par exemple en 2014, il y avait moins de 500 000 cotisants à jour, et le chiffre était très bas. Actuellement, nous sommes pratiquement 1 million, donc il y a quand même eu un saut qualitatif et quantitatif conséquent. Il faut dire que les non-salariés viennent individuellement, que ce n'est pas un employeur qui déclare tous ses assurés, donc tous ses travailleurs, donc ils viennent individuellement, d'où la difficulté. Et très souvent, ils laissent toujours la dernière minute pour venir. Mais je peux vous dire que nous sommes dans une excellente trajectoire, puisque déjà, il y a eu, dans le cadre de la loi de finances complémentaires, vous avez vu, il y a eu une explosion des recettes. On a eu plus de 93% d'augmentation. Si je fais un comparatif immédiat entre 2016 et 2015, là aussi, il y a eu une excellente augmentation. Maintenant, si je fais un comparatif, 2016 ayant été une année assez exceptionnelle, si je fais un comparatif pour cette année déjà, pour le premier trimestre, vous savez ce que nous avons eu comme recette durant ce premier trimestre, c'est pratiquement la recette de toute l'année 2014, soit pratiquement 38 milliards de dinars, 3800 milliards de centimes, ce qui augure d'une très bonne année, dans la mesure où cette année, le délai de cotisation, de paiement des cotisations ne s'est pas arrêté à mars, puisque le nouveau décret l'étend jusqu'à juin pour tous les non-salariés, jusqu'à septembre pour les agriculteurs. On s'attend justement à un mois de mai et de juin très, très puissant et très porteur. Mais comment élargir, bien sûr, cette cotisation aux agriculteurs qui n'adhèrent pas jusque-là, monsieur Achar? Oui, alors les agriculteurs, vous savez, c'est une logique très difficile. On ne peut pas agir seul déjà. Il faudrait que nos amis de l'agriculture nous accompagnent, puisque nous ne les connaissons pas tous. Ils ne sont pas encore affiliés, donc on ne les connaît pas. Mais est-ce qu'on a une estimation par rapport au nombre? Alors, on estime, selon le ministère de l'Agriculture, ils sont à plus d'1 million. Pour nous, nous n'avons pas tout le listing, mais nous sommes, ce qui est réel, c'est que nous sommes passés à 3% uniquement qui cotisaient et donc qui étaient affiliés à la CASNOS. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 18 et même 19%. Quotidiennement, il y a des agriculteurs qui viennent. Alors c'est assez timide, mais je crois que c'est une culture qui se doit donc de venir graduellement au sein des agriculteurs. Et on voit surtout qu'il y a de jeunes agriculteurs qui viennent. Et l'âge des agriculteurs est en train de baisser, ce qui est très très optimiste en fait. Et très porteur pour l'Algérie. Alors, il y a eu bien sûr plusieurs dispositions. On parle de celle-ci actuellement qui est mise en vigueur, qui concerne l'article 84 du Code des impôts. Mais il y a eu celle, bien sûr, précédemment qui avait été contenue dans la loi de finances complémentaire pour l'exercice de 2016. C'était pratiquement des cotisations moyennant, bien sûr, la baisse ou la suppression des pénalités allant jusqu'à 50%. Est-ce qu'on peut parler, par exemple, avec la baisse, bien sûr, de ces pénalités, qu'il y a un manque à gagner ou alors on est dans une logique de gagnant-gagnant, on perd d'une main et on récupère d'une autre? Ah oui, sûrement gagnant-gagnant, puisque il est évident que si quelqu'un vient payer ses cotisations et que très vite on lui oppose des pénalités importantes,
il est très vite découragé. Donc nous sommes dans une phase où justement il faut ramener les gens, il faut les encourager, il faut leur expliquer. Et je crois que maintenant les gens ont compris. Et je rappelle encore qu'effectivement, si pas dans le cadre de la loi de finances complémentaires qui a boosté effectivement les cotisations, on était dans la logique d'enlever totalement les pénalités. Là, on revient au texte, donc on peut donner 50% dans le cadre donc de la suppression des pénalités, et même 100% quand il y a des cas de force majeure, quelqu'un qui n'a pas pu travailler, quelqu'un qui a eu il y a vraiment un cas de force majeure. Par exemple, pour les agriculteurs, le cas de force majeure est patent, puisque pendant la période des années précédentes, ils ont eu la sécheresse, puisqu'il y avait très peu d'irrigation, ils avaient le terrorisme, et donc ce qui les empêchait totalement d'avoir des revenus. Alors, vous avez donné un chiffre indicateur, vous avez parlé de vos recettes qui s'évaluent actuellement, puisque la situation financière semble être quand même assez confortable, 38 milliards de dinars. Mais est-ce qu'on peut considérer, pour ce premier trimestre, est-ce qu'on peut considérer qu'il faut être prudent, puisque nous avons vu que parallèlement, les autres caisses sont en difficulté financière, notamment pour ce qui concerne la CNL, la Caisse nationale de retraite? Alors, je pense qu'en ce qui concerne la CASNOS... La CNR. Oui. Alors, la CASNOS est une caisse, je pourrais même dire, en devenir, en fait, puisque très souvent, elle a fonctionné avec très peu de cotisants, alors que là, on voit qu'il y a tous les jours de nouveaux cotisants qui arrivent, et là, c'est très, très encourageant. Et premier point. Deuxièmement, toutes les études actuarielles que nous avons faites et que nous sommes en train de faire actuellement montrent au contraire que nous sommes dans une aisance financière, d'accord, mais aussi une aisance financière à moyen et à long terme même, puisque le nombre de cotisants ne peut qu'augmenter. L'âge moyen est relativement bas, donc des cotisants. Il y a un rajeunissement de la population non salariée, et ce qui dénote d'ailleurs qu'il y a quand même dans cette morosité ambiante où on dit que effectivement l'économie est en berne, il y a quand même beaucoup de création d'entreprises, de petites PME, de non salariés qui s'installent, et ils viennent donc pour renforcer au contraire leur caisse qui peut leur assurer donc leur retraite et leurs soins. Bon, pour les salariés, bon, il est évident que la CNR est en difficulté, d'où justement la nécessité d'avoir pris un certain nombre de mesures, la loi qui a révisé l'âge de départ à la retraite, qui était plus qu'une nécessité, mais aussi d'autres mesures qui vont venir pour renforcer un peu plus le contrôle, pour qu'il y ait plus de cotisants et moins de travailleurs au noir. Donc vous n'aurez pas de difficultés financières sur le moyen et long terme? Pas du tout? En ce qui concerne la CASNOS, pas du tout. Alors vous parlez d'aisance financière, elle est estimée à combien aujourd'hui? On a parlé du chiffre de 38 milliards pour le premier trimestre. Est-ce qu'on peut avoir le chiffre global aujourd'hui? Oui, alors actuellement nous avons quand même un matelas financier conséquent qui nous a permis d'ailleurs de placer, de faire un bon placement d'ailleurs au niveau de l'emprunt obligataire, et qui nous permet de voir l'avenir venir. Nous sommes en train de faire des placements aussi dans l'immobilier, puisque nous manquons terriblement de structures au sein de la CASNOS. Donc nous sommes en train d'étendre notre tissu, et financièrement on peut dire que nous avons un matelas conséquent qui peut nous permettre de voir venir les années à venir, et je pourrais vous le donner en fin d'année lorsque nous aurons un consolidé total. Monsieur, je voudrais revenir un peu avec vous. Bien sûr, il y a eu des mesures aujourd'hui incitatives, on encourage l'adhésion et les cotisations, mais est-ce que parallèlement vous allez sévir et contrôler pour ceux qui ne déclarent pas leurs employés? C'est une infraction. Est-ce qu'on va continuer à laisser faire? Oui, alors en c'est évident. attendant qu'ils adhèrent? Oui, alors déjà les gens qui ne se déclarent pas eux-mêmes en ce qui concerne les non-salariés, parce qu'ils se déclarent eux-mêmes, il est évident qu'il est temps qu'ils viennent. Je trouve inadmissible que quelqu'un ne se déclare pas lui-même. Grand bien lui fasse s'il ne se déclare pas lui-même, mais qu'il ne pénalise pas ses ayants droit. Et quand on voit toutes les personnes qui viennent et qui demandent de l'aide pour des soins, alors qu'en fait il suffit de cotiser et d'être couvert, c'est quand même pas admissible. Maintenant, il est évident que nous continuerons à expliquer de toute manière, mais maintenant nous passons aussi à la phase de contrôle. Donc nous avons renforcé donc le nombre de contrôleurs. Nous leur avons donné aussi des moyens modernes qui nous permettent, donc ça leur permet d'être plus productifs et plus rentables, puisque si par le passé ils se déplaçaient, ils allaient voir l'assujetti, donc le commerçant, artisan et autres, donc tous les non-salariés, ils revenaient pour voir leur situation au niveau de la caisse, donc pour revenir ensuite, donc ce n'était pas du tout rentable. Maintenant, ils sont en train donc sur place de tout vérifier, ils ont toutes les données puisqu'ils ont des tablettes,
et qui sont reliés directement à la base de données. Et ils peuvent même les affilier d'office sur place. Donc imaginez une seule sortie, on décuple carrément, donc on multiplie par 10 en fait, la rentabilité. Mais est-ce que cette situation génère des pertes à la Casinos? Non, pas des pertes, au contraire. De non-déclaration. Hein. Alors, la situation figée fait qu'il n'y a pas de déclaration. Mais la situation évolutive et d'aller vers les gens et de les ramener fait que justement, il y a des déclarations et les gens viennent. Et nous sommes justement dans cette phase ascendante. Alors, vous êtes dans la phase de contrôle. Comment va s'opérer concrètement ce contrôle? Et à l'issue de quoi? Comment vous allez agir et sévir? Appliquer la loi dans toute sa rigueur? Bien sûr, dans toute sa rigueur. Alors, si les personnes qui viennent spontanément ont toutes les facilités, on leur enlève les pénalités de retard, on les accompagne, on leur fait donc des échéances et autres. Pour celles qui ne viennent pas, les contrevenants, une fois que le contrôleur fait son PV, donc automatiquement la personne est tenue déjà de venir, elle reçoit des mises en demeure, elle les reçoit par voie judiciaire aussi, et il y a donc des poursuites, il y a blocage des comptes, il y a saisie des comptes, et donc toute la panoplie coercitive. Alors il m'est toujours difficile. Vous allez commencer à agir? Nous avons déjà commencé à agir et nous sommes en train de les inviter dans un premier temps, ensuite de leur envoyer des mises en demeure, ensuite de passer directement au contentieux dans la phase coercitive. Alors, dans la phase actuelle, nous sommes dans la sensibilisation. Alors, nous sommes, avant les mises en demeure. disons que nous sommes dans la phase d'interpellation. Alors, vous êtes aussi en phase de modernisation et numérisation de vos structures. C'est important aujourd'hui? Ah ben oui, et comment? Déjà, il y a un rapprochement puisque nous avons ouvert plusieurs structures. Vous savez qu'on était organisé en direction régionale, nous sommes organisés en direction du Wilaya. Nous avons ouvert un très grand nombre de structures. Nous continuons à les ouvrir, nous nous rapprochons et nous nous rapprochons aussi virtuellement par le biais justement de l'Internet, par le biais des déclarations à distance, des paiements à distance. Donc nous sommes en plein dans la modernisation. Nous sommes en train, il faut aussi que les banques nous accompagnent pour expliquer aux différents cotisants qu'ils peuvent aussi cotiser différemment, qu'il faut abandonner maintenant la monnaie en elle-même qu'ils transportent, qu'ils peuvent payer par carte bancaire, qu'ils peuvent payer par virement, qu'ils peuvent payer par virement électronique. Donc nous avons mis tout cela à leur disposition. Maintenant, en charge pour eux d'avoir cette culture. Je pense qu'elle viendra, comme est venu l'Internet, comme est venu le téléphone portable et tout le reste. Alors, plusieurs questions des auditeurs. Est-ce que la cotisation au Casinos rentre dans les charges, même pour une société de responsabilité morale? Oui, toutes les charges, toute cotisation rentre forcément dans les charges et donc dans l'assiette de cotisation fiscale. C'est pour ça que je les invite en fait, non seulement à cotiser mieux, à cotiser plus, de manière à avoir d'ailleurs une meilleure retraite en bout de compte, tout en rappelant que la retraite se calcule sur le nombre d'années cotisées, mais aussi sur les 10 meilleures années et pas les 10 dernières années. C'est pour ça que j'insiste, si quelqu'un a les moyens maintenant de pouvoir cotiser, qu'il les cotise, c'est déjà un placement qu'ils ont, ils sont tranquilles. Et ne pas atteindre les dernières années, qu'est-ce qui leur dit qu'ils vont arriver à ces années-là et qu'est-ce qui leur dit qu'ils vont avoir la même aisance financière. Et il peut cotiser jusqu'à 65 ans puisque l'âge de la retraite a été reculé? Non, il n'a jamais été reculé. Pour les non-salariés, ça a toujours été 65 ans. Et pour les salariés, on est revenu à des normes, c'est revenu à 60 ans. Alors, je voudrais vous poser cette question. Je termine les 30 ans de cotisation à l'âge de 50 ans. Pourquoi attendre 65 ans pour la retraite? Eh bien, parce que déjà, c'est inadmissible de partir à 50 ans en retraite. Et que la réglementation pour les non-salariés prévoit 65 ans. Et à titre d'exemple, je vais vous dire que malgré le fait que la réglementation prévoit le départ à la retraite 65 ans, les résultats sont là pour les non-salariés. Il n'y a que 40% des non-salariés qui partent à 65 ans. Ils préfèrent continuer à travailler. Et le travail, c'est la santé. Et je les invite d'ailleurs à continuer à travailler et à être performants. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, est-ce qu'on pourrait éventuellement élargir les cotisations à ceux qui activent dans l'informel aujourd'hui? C'est notre cheval de bataille. Nous essayons justement de formaliser l'informel. J'ai été heureux de voir par exemple qu'à Annaba, on vient de formaliser des gens qui vendaient des vendeurs ambulants dans la rue, donc de manière illégale. On les a donné des endroits où ils pouvaient vendre exercer leur métier. C'est une manière justement de faire en sorte qu'ils aient leur registre de commerce, qu'ils aient leur carte d'artisan et qu'ils viennent avec ça, donc ils aient une identité professionnels et qui viennent cotiser justement chez nous et avoir la couverture nécessaire. Mais est-ce que c'est pas une façon de légitimer une activité qui est quasiment illégale? Une activité illégale, si ensuite elle se légalise en ayant un registre de commerce, en ayant une carte d'artisan, en tout cas un document qui donne l'identité professionnelle, au contraire, on est en train de la formaliser. Et c'est notre but, et ça devrait être le but d'ailleurs de tous les secteurs. Alors les cotisations sont-elles déduites à 100% des impôts? Oui, elles sont introduites donc dans l'assiette de cotisation fiscale, donc elle est introduite dans cette assiette-là, et à ce titre, donc, elle est comptabilisée comme charge déduite donc de cette assiette.
Alors, j'aimerais bien avoir une explication sur le montant de la cotisation du commerçant au minimum différé d'une wilaya à une autre. Rolizen, c'est 50 000 dinars et à Oran, c'est 400 000 dinars. À Chlef, c'est 45 000 dinars. Et j'ai même les preuves que cela diffère d'une région à une autre. On en a déjà parlé. Oui, on en a déjà parlé. En fait, ça, c'est un cliché, un raccourci qui a été souvent opposé un peu à la démarche de nos caisses. Bien sûr que la cotisation, on ne peut pas aller vers l'unification. Il ne peut pas y avoir d'unification parce que si vous prenez un commerçant, s'il a pignon sur rue qu'il existe sur une grande artère à Alger, il va sûrement avoir plus d'entrées que celui qui est dans un village au fin fond donc, du pays et qui aura moins de revenus. Donc il est évident que les revenus donc, sont évalués par rapport à l'activité, donc par rapport aux revenus, et de là découle justement la cotisation. Et c'est ça le principe solidarité. Ceux qui ont plus de revenus devront cotiser plus. Autre question d'un auditeur qui vous dit, est-ce qu'on bénéficie pratiquement des mêmes avantages que les travailleurs salariés? Ceux de la CNAS, affiliés à la CNAS? Alors, tous les avantages sont identiques, hormis le fait par exemple, qu'une personne, il n'y a pas ce qu'on appelle l'arrêt de travail, donc l'indemnité journalière. Vous savez, comme pour un non-salarié, un salarié qui s'arrête de travailler, il n'a plus de rentrée financière. Et donc, à ce titre, il n'a pas d'indemnité journalière. Il a une indemnité journalière, donc il a un arrêt de travail. Pour les non-salariés, ça ne l'est pas, ça n'existe ni dans la réglementation, ni dans la législation. Donc, par exemple, une femme qui va en congé de maternité ne touche pas à sa maternité. Vous allez me dire ce n'est pas normal et que c'est discriminatoire. Oui. Je suis d'accord avec vous dans la mesure où pour certaines activités, effectivement, où la présence est obligatoire. Et d'ailleurs, nous sommes en train de réfléchir pour mettre en place, de faire évoluer un peu la législation et la réglementation. Si une personne se doit d'être présente et que son activité ne s'arrête pas et donc que les revenus s'arrêtent, donc dans ce cas de figure, alors à ce moment-là, nous sommes tenus de lui donner donc une compensation financière. Maintenant, si la personne peut être à domicile et que sa présence n'est pas obligatoire et qu'elle est proche de ses enfants, à ce moment-là, il n'est pas question qu'elle ait cette indemnité. C'est discriminatoire, cela signifie que quelque part, quand on est dans le privé, on n'a pas le droit de faire des enfants. Non, au contraire, et de rester à la maison. Au contraire. Oui. Nous sommes loin de cette approche, mais néanmoins, si la présence de la personne est obligatoire dans une activité donnée, c'est là où nous sommes en train de réfléchir à faire évoluer justement cette possibilité. D'ailleurs, la même chose, je vais plus loin, pour les arrêts de travail, les accidents de travail, pour certains métiers à risque, il n'est pas normal qu'un non-salarié, un propriétaire, un menuisier par exemple, qui se coupe la main n'a pas d'accident de travail alors que son agent, son employé là. Donc nous sommes en train aussi de voir ça et de voir aussi les moyens de financement. Donc il faudrait revoir une cotisation supplémentaire pour les cas précis qu'on se doit d'étudier. Alors, une question simple, un gérant actionnaire majoritaire d'une Earl ou Sarl est-il obligé de cotiser à la CNAS et à la CASNOS? La CNAS ne les laisse pas cotiser. Alors, je suis quand même étonné. S'il est exclusivement gérant, sans qu'il n'ait d'action en plus, un autre revenu en tant que non-salarié, il devra à ce moment-là payer des deux côtés. Et bien sûr, avoir des avantages, notamment pour sa retraite, où il y aura une coordination entre les deux parties. Maintenant, s'il n'est que gérant, il va cotiser à la CNAS. S'il n'est que propriétaire et donc il ne gère pas, donc il n'est pas salarié, il ne cotisera qu'à la CASNOS. Maintenant, s'il est les deux, c'est très souvent le cas, il cotisera des deux côtés. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit que je ne comprends pas cette situation. En fait, il se considère comme étant victime. Oui. J'ai demandé de payer notre cotisation. On nous demande de payer nos cotisations comme on veut. Il y a eu des barèmes. Avant, c'est en fonction du chiffre d'affaires. On m'a fait payer un supplément de 75 000 dinars, en plus des 32 400 dinars, malgré le fait que mon chiffre d'affaires était déficitaire. Est-ce normal aujourd'hui? Alors écoutez, moi je suis quand même étonné que des gens continuent à vouloir payer 32 400 l'année, alors que je donne toujours cet exemple parce qu'il est frappant. Vous savez que quand vous prenez une femme de ménage qui travaille dans une administration, elle paye plus que 32 400 dinars l'année. Alors je vois très mal quelqu'un qui n'a même pas les moyens de payer 32 400, je pense que c'est quelqu'un, s'il est déficitaire, à terme, il va fermer et puis il vaut mieux qu'il soit salarié à ce moment-là. C'est ce que, éventuellement, je lui conseille. Alors, quelqu'un qui vient payer 32 400 et qui me dit, moi, je suis déficitaire, c'est quand même à revoir. Et c'est le rôle de nos contrôleurs. Ils font un contrôle et sur la base du contrôle, ils font une évaluation et c'est sur cette base qu'il va payer ses cotisations qui, je rappelle, vont lui revenir sous forme de soins et elles vont lui revenir aussi sous forme de retraite. Alors, autre question d'un auditeur qui aborde dans le même sens que vous avez posé tout à l'heure et on l'avait discuté
évoqué juste avant cette émission, c'est-à-dire les congés de maternité qui ne sont pas aujourd'hui remboursés. Est-ce que, c'est-à-dire en termes clairs, on n'a pas le droit de tomber malade, puisque même les congés de maladie pour certains ne sont pas payés aujourd'hui? Alors si la présence de la personne, encore une fois, c'est ce que je vous disais, la législation ne le prévoyait pas, la loi ne le prévoyait pas, la réglementation ne le prévoyait pas, et nous sommes en train de réfléchir justement pour compenser cet aspect-là pour les personnes qui sont tenues d'être présentes, celles qui ne le sont pas et qui peuvent être à domicile, donc leur revenu continue à se faire. S'il y a arrêt du revenu, il y aura donc une compensation financière, mais s'il n'y a pas d'arrêt de revenu, il n'y a pas de raison. Alors, comment faire aujourd'hui, puisque vous parlez d'améliorer ce système pour l'élargir, par exemple, aux congés de maternité et autres congés de maladie, monsieur? Oui, alors là, nous sommes en train justement de réfléchir, de déterminer quelles sont les fonctions justement qui nécessitent la présence physique de la personne. Et donc, si la présence n'est pas là, donc la personne n'aura pas de revenus. Donc là, on y réfléchit. Il faudrait aussi qu'on trouve les sources de financement. Donc, on réfléchit aussi à voir comment soit augmenter les cotisations, soit en tout cas trouver une source de revenus compensatoire. Et aussi pour les métiers à risque, pour les accidents de travail. Alors, pourquoi les pharmaciens sommes-nous obligés de payer un maximum le même montant de cotisation des grandes entreprises ou entrepreneurs? Vous allez me dire, c'est un système de solidarité intergénérationnelle. Oui, mais je vois que la majorité de vos clients, les commerçants, ne payent pas les montants que nous payons aujourd'hui, nous les pharmaciens. Alors, aller vers dire ça, je pense que c'est un peu faux. Même les pharmaciens ne payent pas tous le maximum, dans la mesure où vous avez des pharmaciens qui gagnent difficilement leur vie quand ils sont dans une zone totalement isolée, dans un petit village où ils ont très peu de revenus. Cela paye très peu. À plus forte raison, les pharmaciens, nous les connaissons très bien puisqu'ils sont donc conventionnés avec la sécurité sociale, CNAS et CASNOS, et donc nous connaissons très bien leur situation. Nous ne sommes pas là justement pour faire des victimes, nous sommes là justement pour protéger les gens et faire en sorte au contraire qu'ils bénéficient. Maintenant, les grosses fortunes, on me dit souvent, quelqu'un qui a une très grosse boîte, pourquoi il cotiserait pas beaucoup plus que le maximum actuel? Écoutez, c'est la réglementation et c'est la législation qui le prévoit, il y a un plafond auquel on ne peut pas payer plus, mais pourquoi pas qu'à l'avenir, peut-être qu'on pourrait le faire, pourquoi pas. Alors, comment peut-on m'expliquer que pour un bénéfice réinvesti à 100%, on nous demande de payer plein pot, alors que dans les années précédentes, on pouvait se limiter à une somme déclarative? Alors, là, il confond entre charges fiscales et parafiscales. C'est ça. Donc il parle un peu de 26% oui, d'IBS, 15% de la CASNOS, 15% de l'IRG. Oui. Là, alors, je l'invite. Il a tout mis dans le même sac, oui, effectivement. En ce qui concerne les charges fiscales, c'est vrai que ce qui est réinvesti est enlevé des impôts, et c'est pour justement inciter les gens à réinvestir, à se développer. Pour la sécurité sociale, il est tenu de cotiser bien et de cotiser correctement dans son intérêt déjà et dans l'intérêt de la communauté. Alors, vous avez déclaré au début de cette émission, dans la première partie, que vous êtes dans une situation d'aisance financière. On a donné le chiffre pour le premier trimestre, 38 milliards de dinars. Est-ce que vous pouvez nous donner pratiquement le montant global qui est réinvesti aujourd'hui, puisque vous réalisez certaines choses, vous avez cotisé pour l'emprunt obligataire, vous êtes en train de placer l'argent de la CASNOS un peu ici et là. Est-ce que vous pouvez nous donner le chiffre global? J'avais promis aux auditeurs que je l'aurais avant la fin de l'émission. Alors écoutez, ici et là, je peux vous dire que c'est ici déjà, que c'est, quand je dis ici, ça veut dire que c'est assuré, que c'est réfléchi, que nous ne prenons aucun risque, bien au contraire. L'emprunt obligataire a fait que nous avons investi pour permettre justement déjà et pour avoir une attitude citoyenne vis-à-vis de l'État, puisque c'est une manière justement de donner une solidarité aussi. Mais aussi, ça nous rapporte un rendement qui nous permet de couvrir tous nos frais de gestion hors salaire et qui nous permet aussi donc d'avoir encore une meilleure aisance à terme. L'autre aspect, nous sommes en train donc d'acheter, de construire, de créer tout un réseau, et c'est autant d'actifs pour la CASNOS. On sait que le dinar se déprécie alors que l'immobilier ne se déprécie pas, ou très peu en tout cas. Et en ce qui concerne le reste, je peux vous dire que notre matelas financier est conséquent. Je vous dirais qu'il dépasse déjà, lorsque j'enlève la gestion quotidienne, parce que nous avons bien sûr une démarche très prudentielle aussi, il dépasse quand même les 50 milliards de dinars, donc ce qui nous permet de voir venir et qui nous donne une très grande aisance financière. Mais nous sommes dans la logique de vouloir l'augmenter. Et je rappelle aussi que nous avons payé toutes les dettes que nous avions, notamment vis-à-vis de la CNAS, depuis 1995 à ce jour. Donc nous sommes totalement payer la totalité ou c'est graduel?
Nous avons payé cette année toutes nos dettes vis-à-vis de la CNAS, puisque les années précédentes, la CNAS payait pour le compte de la CASNOS tous les forfaits hospitaliers, payait beaucoup les transferts, tout ça. Donc nous avons tout payé, non seulement pour aider la CNAS et la CNR, puisque la caisse de retraite avait besoin de ce financement, mais aussi ça nous permet d'avoir une gestion très saine. Et alhamdoulilah, nous sommes en bonne aisance financière. Alors, est-ce que le conventionnement médecin traitant est prévu aujourd'hui avec le médecin traitant? Alors, tout ce qui est contenu dans la carte Chifa, vous en bénéficiez? Oui, alors actuellement, le conventionnement avec tous les pharmaciens se fait, le conventionnement avec les cliniques de chirurgie de cardiovasculaire et d'hémodialyse donc est fait. Tout le reste avec l'ONAF, tout ça est fait. En ce qui concerne les médecins, nous sommes en train de faire évoluer justement cette convention qui existe maintenant assez timidement au niveau de la CNAS. Nous allons la renforcer pour les deux caisses et la lancer, bien sûr. Alors, autre question d'un auditeur, une des dernières, pourquoi la CASNOS ne rembourse pas les congés de maladie? J'ai été hospitalisé pendant 6 mois et je n'ai rien reçu. Ça aussi, c'est un autre aspect que vous allez prendre en charge? Alors, c'est un aspect justement que nous prendrons en charge. Et là aussi, il faudrait juste vérifier que la présence physique est obligatoire et qu'il n'y a pas du tout de revenu. À ce moment-là, il y aura un revenu de remplacement pour les personnes qui n'ont plus du tout de revenus. Alors, un autre auditeur de Biskra qui vous dit pourquoi les médecins installés à Biskra payent 3 fois plus que les médecins privés d'Alger, malgré qu'on soit au sud du pays. Est-ce qu'on peut nous l'expliquer? Écoutez, cette personne ou ces personnes qui posent ce problème-là, si on devait se mettre, nous planter devant leur cabinet, nous verrons des clients, des malades, qui commencent à arriver à 5 heures du matin et qui terminent à 10 heures du soir. Alors, payer 64 millions l'année, c'est le maximum. En termes de cotisation, je pense que c'est très peu payé pour justement ce genre d'activité. Alors, il vous demande aussi, parallèlement, est-ce qu'il y a aujourd'hui amélioration des prestations en ce qui concerne le service public, la réception des clients notamment? Alors là, c'est notre cheval de bataille. Vous pouvez le constater. On demandait il y a quelque temps le certificat de vie. Vous l'avez supprimé? On ne le demande plus. Nous ne demandons plus beaucoup de documents. C'est arrivé quand les le extraits demande, de naissance possible. C'est arrivé quand on demande, monsieur? Il y a toujours des moments où parfois des gens qui n'arrivent pas à se mettre au diapason, mais d'une manière générale, nous sommes en train, d'ailleurs, tout le personnel pratiquement est en train de se former. Nous sommes pratiquement à 60% de notre personnel qui a été déjà formé. Et dans la formation, un des premiers axes qui sont développés, c'est l'accueil et c'est la meilleure prise en charge possible de tous nos assurés sociaux. Kamadillah, s'il arrive qu'il y ait des défaillances... Ils sont combien les assurés, globalement, avec leurs ayants droit? Ben écoutez, nous avons déjà, en ce qui concerne les affiliés, plus d'1 600 000. Alors, comptabiliser une moyenne de 3 ayants droit, ça vous donne un chiffre conséquent de tous nos assurés sociaux. Monsieur Achak Youssef Choukri, merci d'avoir répondu à la question et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Et je sais que vous êtes joignable sur votre site internet. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, c'est moi. Au revoir.